croit que notre société a juste évolué, avec plus de technologies modernes, mais ce n'est pas seulement ça. Personne ne s'en est rendu compte. Mais un changement majeur s'est opéré à notre insu, sans aucun débat, sans aucun vote, sans aucune consultation du peuple. Un changement qui a d'ores et déjà bouleversé nos vies sans qu'on en prenne conscience. Un changement peut-être irréversible. Un changement de civilisation. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter au tout début. Robert et moi avons passé des mois entiers à rechercher et à rassembler toutes les études réalisées ces dernières décennies par des universitaires sur l'évolution de notre mode de vie. Des études souvent passées inaperçues lors de leur publication. Au début, les intellectuels s'inquiétaient de la baisse continue du niveau scolaire des enfants. Beaucoup pensaient que ça venait des méthodes d'enseignement, qu'ils considéraient moins performantes que par le passé. Mais certains ont commencé à pointer du doigt les écrans et leur impact potentiel sur la capacité de concentration des jeunes, et aussi des adultes d'ailleurs. De plus en plus de personnes de tous âges développaient des formes de dépendance aux écrans de téléphone, de tablettes ou d'ordinateurs. Des recherches ont été menées pour essayer de comprendre tout ça. Elles ont montré que l'usage des écrans multipliait les ressentis de micro-plaisirs, comme ceux induits par les likes ou les notifications. On a alors mis en évidence un phénomène très intéressant. Ils sont chaque fois associés à une sécrétion de dopamine par le cerveau. La dopamine est un neuromodulateur, une sorte d'hormone du plaisir qui a pour fonction de nous inciter à reproduire ce qui est bon pour nous. Par exemple, quand on réussit une action intellectuelle ou sportive, on reçoit une décharge de dopamine. Ça a pour effet de nous motiver, ça nous pousse à recommencer, à nous surpasser. C'est ce qu'on nomme le circuit de la récompense. Les écrans nous font produire cette dopamine à tout bout de champ, sans qu'on ait rien fait en réalité pour la mériter. Or, la dopamine, c'est addictif. Si on ne peut plus se passer de son téléphone ou de sa tablette, c'est parce qu'on est accro à la dopamine. On recherche de plus en plus de plaisir. Le problème, c'est que ça bloque l'action de deux autres neurotransmetteurs. La sérotonine, qu'on appelle vulgairement l'hormone du bonheur, qui régule notre humeur, et la noradrénaline, qui favorise les relations humaines et les comportements éthiques. Au passage, c'est intéressant de voir que l'hormone du plaisir bloque l'hormone du bonheur. Il serait donc vain de chercher à être heureux en courant après le plaisir. Les écrans détournent petit à petit les gens des activités et projets qui pourraient les épanouir. Parce que, pour mener à bien un projet, qu'il soit professionnel ou personnel, vous devez vous investir, vous concentrer et faire des efforts sur des périodes parfois longues. Et au bout du compte, la réussite de votre action va vous fournir une récompense sous forme de dopamine. Mais si n'importe quel écran peut vous fournir cette dopamine à la minute, alors vous ne pouvez plus trouver en vous le courage de fournir des efforts dans la durée. Les gens restent chez eux non seulement parce que l'IA a confisqué leur travail, mais aussi parce qu'ils sont devenus incapables de s'investir dans des projets. Et ce n'est pas tout. Des chercheurs ont étudié le cerveau des chauffeurs de taxi londoniens, qui ont cessé d'utiliser leur mémoire du plan des rues pour s'en remettre à des applis GPS de type Waze. Au bout de 4 ans, leur cerveau s'est atrophié. Les applis qui visent à nous aider au quotidien nous rendent stupides. Les chercheurs se sont ensuite penchés sur les effets des réseaux sociaux, sur lesquels nous sommes presque tous présents, n'est-ce pas? Ce n'est pas le principe d'un réseau social qui est en cause. Mettre les gens en relation sur le web pour partager des idées ou entretenir des relations à distance peut être positif. Le problème vient de ce qu'induisent les réseaux dans leur conception. Parce qu'ils comptabilisent vos followers ou amis, vous êtes incité à faire en sorte que ce nombre s'accroisse. Le système vous donne l'impression que votre valeur personnelle repose sur cette quantité, alors qu'elle n'a naturellement aucun rapport. Vous pouvez être une personne merveilleuse suivie par 3 personnes, ou un gros malin qui s'y prend bien et en rassemble 800. Mais ce qui est intéressant, c'est que le système vous pousse à vouloir accroître votre popularité. L'invention des likes, ou leur équivalent dans d'autres réseaux, a été un formidable accélérateur de cette tendance. Les utilisateurs sont incités à dire ou à montrer tout ce qui pourra susciter l'approbation des autres. C'est précisément là où ça devient vicieux, parce qu'au lieu de rester à l'écoute de votre intériorité, au lieu d'être fidèle à vos ressentis, à vos états d'âme, à vos émotions, à vos pensées et opinions,
vous êtes conditionné à n'exprimer que ce qui va être valorisé par les autres. À la longue, ça vous coupe d'une partie de vous-même. Ça vous habitue à aller dans le sens de ce qu'on attend de vous. T'es en train de nous dire que ça fait de nous des esclaves? C'est ça? C'est surtout chez les jeunes que c'est problématique. À un âge où ils sont en pleine construction, les adolescents doivent développer leur individualité, alors qu'ils ont très peur de perdre le lien avec les autres. Il faut qu'ils apprennent à être pleinement eux-mêmes, donc à se distinguer des autres, tout en préservant leurs relations. Une sorte de négociation interne qui doit aboutir à un équilibre. C'est un passage difficile, mais essentiel pour se préparer à devenir adulte. Or, comme les réseaux sociaux les poussent à aller dans le sens de ce qu'attendent leurs amis, ils leur donnent le sentiment de n'exister qu'à travers le regard des autres. Ils les empêchent d'effectuer ce travail de construction de soi. Le risque est de développer des troubles de la personnalité une fois adulte, comme l'incapacité à supporter la solitude, ou encore le besoin de contrôler les autres. On comprend mieux pourquoi les patrons des géants du web interdisent les écrans à leurs enfants. Oui, les écrans privent les enfants de leur vie intérieure. Ils n'ont plus de patrie intérieure, comme disait Saint-Exupéry. La suite, c'est que les réseaux sociaux ont commencé à collecter des données personnelles pour vous proposer des publicités ciblées. Rien de mal à ça, me direz-vous. De tout temps, les publicitaires ont adapté leurs messages en fonction de la population visée. C'est banal. La différence, c'est que dès le début, ça allait beaucoup plus loin. Rien qu'en analysant comment vous attribuiez vos likes, Facebook a été très tôt capable d'estimer précisément votre orientation sexuelle, vos opinions politiques, votre niveau intellectuel, vos traits de personnalité, vos origines, vos croyances religieuses et même vos addictions. En 2014, Facebook a déposé le brevet d'un détecteur d'émotions capable d'analyser les images pour décoder ce que ressentent les gens. Les réseaux sociaux ont vite compris que la collecte de ces données était une véritable mine d'or pour leurs activités publicitaires. Ils se sont mis à en capter de plus en plus. Très vite, le monde de la high-tech leur emboîtait le pas. Il fallait collecter et enregistrer tout ce qu'on pouvait apprendre sur vous. Une vraie frénésie d'espionnage. Une universitaire américaine, Shoshana Zuboff, professeure à Harvard, a mené une analyse en profondeur de ces pratiques qu'elle a publiée en 2019. Elle a découvert par exemple que la Smart TV de Samsung enregistrait tout ce que l'on disait à proximité de la télévision et envoyait ça à une société spécialiste des systèmes de reconnaissance vocale. Que des applis accédaient aux données de géolocalisation de leurs utilisateurs jusqu'à 5398 fois en 3 semaines. Que des poupées interactives comme celle de la marque Genesis Toys enregistraient tout ce que disaient les enfants et les incitaient même parfois à révéler des informations personnelles, telles que leur adresse, qui était là encore envoyée à un centre de traitement. Les voitures récentes sont presque toutes connectées à Internet, et leurs constructeurs figurent parmi les plus gros collecteurs de données personnelles. Votre voiture peut relever tout ce qui concerne votre conduite, l'heure et le trajet de vos déplacements, votre vitesse, vos accélérations, la musique et les radios que vous écoutez, et même l'heure à laquelle vous ouvrez vos portières. Mais ça ne s'arrête pas là. Si votre téléphone est connecté à la voiture, elle a accès à tous vos contacts, toutes vos conversations, tout votre agenda, toutes vos photos et vidéos, tous vos échanges de messages, voire d'emails. Selon la fondation Mozilla, qui a enquêté sur ce dossier aux États-Unis, certaines marques comme Nissan, par exemple, vont jusqu'à collecter des informations sur votre activité sexuelle, même si on peut se demander comment ils obtiennent ça. Ensuite, les réseaux sociaux et autres géants de la high-tech ont compris que toutes ces informations avaient une valeur marchande. Alors ils se sont mis à les vendre. En 2016, une étude de chercheurs de l'Université de Toronto a montré que plus de 75% des applis partageaient vos données confidentielles avec des tiers, y compris vos données de santé. Le grand virage a eu lieu quand les réseaux sociaux ont réalisé qu'ils possédaient tellement d'informations sur vous qu'ils pouvaient peut-être influencer vos actions, guider vos comportements sans que vous ne vous en rendiez compte. Alors ils ont lancé des recherches en ce sens. Mais ces expériences ont été faites sur vous, à votre insu. À l'université, quand des chercheurs mènent des expériences, ils ont l'obligation de respecter des règles déontologiques et éthiques strictes. Avoir l'accord préalable des participants en fait naturellement partie.
Les réseaux sociaux comme Facebook s'en sont totalement affranchis. Vous êtes alors, sans le savoir, les cobayes d'expériences psychologiques. Ils publient en avant sur votre page certaines informations, certaines photos, pour enregistrer vos réactions puis les analyser et les comprendre. Ils répètent ces expériences jusqu'à être capables d'anticiper vos réactions. Ensuite, comme ils savent précisément ce qui va vous toucher, vous émouvoir, vous révolter, vous scandaliser, vous faire adhérer, ils peuvent induire en vous l'émotion qu'ils veulent, afin de vous pousser à réagir comme ils l'ont décidé et obtenir de vous ce qu'ils désirent. Vous devenez leur marionnette. Un exemple basique. Au tout début des modifications comportementales, en 2016 ou 2017, McDonald's a versé des millions de dollars à l'entreprise éditant Pokémon Go pour qu'elle place des Pokémon virtuels dans ses restaurants, afin d'inciter les joueurs à s'y rendre pour les trouver. Quand on vous y envoie à l'heure du repas, il y a de grandes chances que vous passiez commande. Vous êtes persuadé que c'est votre décision, et loin d'imaginer qu'elle a été planifiée par d'autres que vous. Et ce n'était que le début. On n'en était qu'au balbutiement. Tout s'est accéléré par la suite. Il y a quelques années, un ancien responsable de produits chez Facebook a dit « L'objectif principal de la plupart des gens qui travaillent sur les données chez Facebook, c'est d'influencer et de modifier les humeurs et les comportements des gens. Ils le font en permanence. » Là encore, ils pilotent notre réaction pour obtenir qu'on le leur donne. La collecte et l'utilisation poussée de tes données personnelles figurent dans les conditions d'utilisation de leurs services. Mais ils noient ça dans 40 ou 50 pages de texte pour induire en toi une émotion de découragement qui engendre la flemme de les lire et te pousse à accepter sans savoir ce que tu signes. Un exemple parfait de pilotage de ton comportement. Tout s'est très vite accéléré. La grande bascule a eu lieu par la suite, quand s'est développée une entente tacite entre ces géants du web et les gouvernements. Les premiers avaient besoin des seconds, afin d'avoir les coudées franches. Qu'on les laisse collecter sans limite des données personnelles, influencer les gens, essentiellement dans le but de déclencher des actes d'achat, qu'on leur accorde une fiscalité favorable, et sans doute aussi la non-application des lois antitrust. De leur côté, les États ont vite compris que ces grandes entreprises pouvaient les aider à contrôler la population en utilisant les mêmes moyens. Une étude universitaire sur l'accès systématique des gouvernements aux données collectées par les entreprises technologiques a été menée dans 13 pays, parmi lesquels le Canada, l'Allemagne, la France, l'Italie et les États-Unis. Elle a conclu que tous ces pays effectuaient une collecte de masse des données personnelles sans suspicion ciblée, c'est-à-dire sans que les citoyens visés n'aient quoi que ce soit à se reprocher. Progressivement, les gouvernements mettent en place une surveillance généralisée en utilisant toutes ces informations collectées par les réseaux sociaux et autres géants du web. L'universitaire Shoshana Zuboff rapporte que le grand cabinet de conseil anglo-saxon, Deloitte, qui intervient aussi bien pour des sociétés privées que pour des gouvernements, a conseillé à ses clients de surmonter les réticences des gens à être contrôlés en s'arrangeant pour rendre ça rigolo, gratifiant, interactif ou encore compétitif. Un changement de civilisation, passé inaperçu, alors qu'il est majeur. On est passé de l'ère de l'éducation à l'ère du pilotage des comportements. Avant, toutes les sociétés démocratiques reposaient sur l'éducation. Celle-ci permettait de transmettre à chacun les codes de la vie en commun, tout en préservant la liberté individuelle. Elle donnait les moyens de penser le monde et la vie, et de s'approprier son existence. La société se construisait autour de débats d'idées, de négociations sociales, d'échanges. Les citoyens adhéraient à différents courants de pensée, confrontaient leurs idées, et les gens choisissaient. Les modèles alternaient, avec une progression en dents de scie. Un coup à gauche, un coup à droite. Et la société s'enrichissait de ce que chacun pouvait apporter. Tout cela est fini. Les enfants passent plus de temps avec leurs écrans qu'avec leurs parents. Ces écrans déclenchent en eux une telle production de dopamine que l'apprentissage scolaire leur semble d'un ennui mortel en comparaison. Du coup, ils ne sont plus capables de se concentrer sur les cours, le niveau plonge, les politiques s'en accommodent. Dès le plus jeune âge, les réseaux sociaux remplacent le développement du moi
par le conformisme social au troupeau. Il suffira d'utiliser ces outils technologiques et leurs algorithmes pour téléguider leur comportement une fois devenus adultes. Désormais, un gouvernement, c'est une poignée de personnes qui s'estiment mieux placées que le peuple pour décider de sa vie, de son avenir, et qui le pilotent pour qu'il se comporte comme eux l'ont décidé. Un pilotage suffisamment subtil pour qu'il offre une illusion de liberté. Ainsi, chacun ignore qu'il est contraint et croit que son choix est libre alors qu'il ne l'est en rien. Les algorithmes orientent les agissements des hommes comme les chiens poussent le bétail dans la direction voulue. On est passé du gouvernement des hommes à la gestion technicienne du cheptel humain. Ne te laisse pas verser dans la haine. Ça ternit ton âme et abîme ta santé. Et cela n'apporte rien à personne. Quand on peut agir sur le cours des choses, alors ça vaut le coup de s'engager, de se démener. Mais quand ça nous dépasse et que nous n'y pouvons rien, la sagesse nous invite à lâcher prise. La colère est vaine. Garde ton énergie pour toi, pour décider de ta vie, en ton âme et conscience. Ta responsabilité est là. Le monde entier se tient dans l'âme de chacun. Sauve ton âme, et ça changera le monde.